Vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio, très heureux d'être avec vous pour parler de rugby, pour clôturer cette 15e journée du Top 14 qui nous a réservé beaucoup de surprises. Ah ça a été de la surprise, ça a été le week-end qui a tué les parieurs. Je ne suis pas parieur personnellement, mais je pense à Antoine Mazère, je pense à des Philippe amis, Spanghero. à Joseph Ruiz, Philippe Spanghero, Philippe Spanghero qui voit sa carrière se terminer donc immédiatement, puisque c'est vrai que c'est un drôle de week-end et qui va se poursuivre parce que c'est un match indécis ce soir sur Sud Radio, Castres-Toulon. Nous sommes aussi à quelques jours désormais de France-Italie et on en parlera dans un instant sur notre antenne. Soyez au rendez-vous 0826 300 300. Salut Quentin Cavanis, comment ça va? Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Écoute, ça va, moi pour un samedi soir presque 18h, ça va très très bien. Est-ce que tu penses qu'on va avoir presque 18h? J'ai dit 18h parce qu'on est le 18 février. D'ailleurs, sache que dans 9 jours, c'est mon anniversaire. Hein. J'attends un gros cadeau, Quentin. Écoute, va falloir m'augmenter. Pour mes 27 ans, ça me ferait plaisir, tu vois. Tu m'augmentes, je te ferai un cadeau plus gros. Tu m'augmentes, mais attends, mais moi je suis pour rien. Moi je peux pas augmenter les gens. Moi, attends, sinon déjà je m'augmenterais moi. Ah, mais je pensais que t'avais plus de pouvoir que ça. Tu vois, je suis déçu. Écoute, tu peux être déçu. Sache que ça, c'est pas aussi facile que ça les augmentations. Quentin Cavanis, oui. Est-ce que d'après toi on va avoir un dimanche soir aussi fou qu'un samedi et que le samedi après-midi? Avec les succès à l'extérieur, je sais pas. Ça m'arrangerait pas forcément, mais ça peut être un week-end avec beaucoup de surprises de partout. Je pense qu'il y aura des surprises ce soir. Allons-nous avoir des surprises ce soir? Antoine Mazère, bonjour. Bonsoir. Bonsoir Alex. Il n'est pas 18h, il est 20h et 4 minutes. Comme il l'a bien j'anticipe. précisé Romain Brouillas aux informations. Oui, écoute, pas mal de surprises en Top 14 et pas forcément qu'en Top 14 on aura le temps d'y parler. Je suis en train de vous préparer un petit article justement sur Alex Burin pour tous les auditeurs. Si vous voulez, vous voulez un petit peu le découvrir, vous allez avoir un petit article sur le site officiel, sur la page Sud Radio Rugby dans quelques minutes. Un petit article pour comprendre un petit peu qui est cet Agenais, d'où vient-il, un petit peu son style de jeu dans quelques minutes à retrouver. Il y a que quelques supporters agenais qui le connaissent. Non, je dis ça en rigolant bien évidemment. Non, mais même on est très heureux pour lui. On les mais c'est vrai que c'est une vraie surprise générale et on va en parler dans un instant sur Sud Radio. Salut Clément Combe. Salut Alexandre, salut à toutes et à tous. Salut Julien Thomas. Et bonsoir à toutes et à tous. Alexandre Priam, 2 cartons bleus en 2 minutes, c'est pas trop mal. Hein. Pourquoi 2? Parce que 18h, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Attends, mais ça c'est une question. Non, mais attends. On peut envoyer des biscottes, bien sûr, pour animer cette soirée. Oui, les biscottes doucement, quand même. Et on a un arbitre tout à l'heure qui arrive pour donner des biscottes, c'est Laurent Cardona, spécialiste de la biscotte. Laurent Cardona, il en a donné quelques-unes dans sa vie. 21h, 23h sur Sud Radio, il commentera le match Castres-Toulon. Comment? Il est que 20h05. Ça démarre bien. Ah non, mais on parle de carton jaune là. Moi, je comprends pas pourquoi ça vous fait marrer, mais bon, très bien. Il y a quelque chose que je n'ai pas saisi, ou peut-être que j'ai saisi et ça m'embête de le dire. Salut Rémi Mességuet du côté de Castres. C'est le théâtre de cette soirée. J'espère que le match va être bien parce que c'est déjà un peu roue libre là. C'est inquiétant, 20h05 et 45 secondes. C'est tellement roue libre qu'on n'a même pas entendu Quentin dire un bon samedi soir alors qu'on est dimanche déjà pour les cartons. C'est vraiment. Voilà, mais oui, non, mais ça va être un bon match et surtout comme vous l'avez dit, quand on voit les résultats du week-end, est-ce que Toulon va venir faire un coup à Castres et presque condamner les Castres? Je suis en train de me dire, est-ce que la voix de Rémi va durer jusqu'à la fin du match là? Oui, non, elle est encore à Toulouse il y a 2 semaines. Ah oui. C'est surtout ça le problème. Ah oui, c'est ça. La passe au pied de Dupont. C'est ça. Quel match d'Antoine Dupont et quel match hier. Et d'ailleurs, on va en parler juste dans un instant des résultats de cette journée. On a 4 débats à vous proposer sur Sud Radio. Le premier, quel bilan pour les Bleus après 2 journées? Pourquoi? Eh bien, des changements dans le jeu des Bleus. Pourquoi Fabien Galtier change-t-il tout dans le jeu des Bleus? Ensuite, que faut-il faire? Quel compo faut-il aligner face à l'Italie? On va jouer au sélectionneur. On adore ça, jouer au sélectionneur. Surtout que c'est beaucoup plus facile pour nous dans notre position. Et le troisième débat, quelle fut la rencontre la plus marquante de cette 15e journée? Que se passe-t-il du côté du Racing 92? Ce sera une question importante, évidemment aussi dans le débat avec l'équipe de France. On verra sur le choix Alex Burin. Et puis le 4e débat, le RCT semble cultiver l'incertitude. On en parlera avec Julien
Perper et vous au 0826 300 300. Cet effectif qui change régulièrement. Paulo Garbisi a annoncé ne pas avoir eu envie de partir de Montpellier, mais transféré de force du côté de Toulon. Dans un entretien au journal de l'équipe, il y aura beaucoup de choses à dire. On a hâte d'en parler tout à l'heure pour terminer cette heure avant ce match entre Castres et Toulon. Mais d'abord les informations, Quentin Cavanis. Oui, les informations, et on va démarrer avec donc la nouvelle concernant Thomas Laclaya qui est forfait pour l'équipe de France, le pilier du Racing 92 qui est sorti à la 50e minute hier de la rencontre face à Montpellier dans la défaite du Racing 44-20. Il est touché aux côtes. Les examens ont révélé une fracture du cartilage costal, synonyme de 3 à 4 semaines d'absence. Il faisait partie de la liste des 34 du 15 de France pour préparer donc le match du tournoi contre l'Italie dimanche à Lille. Et Laclaya il ne pourra pas rejoindre Marcoussis du coup, et c'est un remplaçant un peu surprise qui débarque, même totalement surprise, puisqu'il s'agit du joueur d'Agen, Alex Burin, champion du monde U20 en 2019. Voilà, donc Alex Burin qui débarque en équipe de France suite au forfait de Thomas Laclaya. La liste des Bleus, donc justement pour préparer l'Italie. On va retrouver en première ligne Baye, Taofi Fenua, Priso, Aldeguerri, Antonio et pas de Laclaya mais donc Alex Burin. En talonneur, Lamotte qui remplace Barlow, lui aussi forfait. Julien Marchand et Movaca. En deuxième ligne, Woki, Gabriag, Tulagi, Taofi Fenua et Algahu. Troisième ligne, Cross, Boudéan, Olivon, capitaine, Roumat, Esteban Abadi et Marco Gazzotti. En demi de mêlée, Lucu et Le Garec. Demi d'ouverture, Jalibert, Gibert. Au centre, Danti, Ficou, deux porteurs, Moefana et Gaëton. Ailier, Penaud, Bielbiaré, Lebel. Arrière, Barré et Ramos. Côté italien, il y a aussi un choix important à noter, c'est celui de Tommaso Alan qui a choisi de mettre entre parenthèses sa carrière internationale. Il ne disputera donc plus de matchs du tournoi à destination cette année. Il a joué hier pourtant avec l'USAP et il a inscrit les 19 points de son équipe avec un essai et des transformations et des pénalités. Un mot de rugby à 13 aussi puisque les Dragons catalans se sont imposés hier pour la première fois de la saison 16-10 face à Warrington. Et puis un dernier rappel évidemment, c'est des nouvelles d'Antoine Dupont qui va débuter son aventure dans le tournoi de rugby à 7 le week-end prochain. Ce sera à Vancouver et il y aura un autre tournoi, ce sera celui de Los Angeles lors de la première semaine de mars, Alexandre. Exactement, tiens, ça donne envie d'y aller. On va bien évidemment évoquer tous ces sujets-là et quand même quel choc incroyable, quel plaquage incroyable hier du joueur des Dragons catalans. Je crois que c'est Sims qui a éclaté son adversaire de Warrington. Excellent commentaire de Esteban Aragna, journaliste Sud Radio et l'équipe. On vous conseille d'aller tout simplement sur les réseaux sociaux de l'équipe. Vous allez tout de suite retrouver cette séquence exceptionnelle. Ou des Dragons catalans directement. C'est vrai que la séquence elle est exceptionnelle et Esteban Aragna, qu'on salue, nous a régalé. Allez, on va parler du 15 de France. Le 15 de France, donc, qui a débuté ce tournoi de destination depuis 2 journées. C'était un petit peu un week-end de repos pour les Bleus. Enfin, un week-end de repos, un week-end de travail aussi peut-être, puisque les Bleus, on le rappelle, sont 4e de ce tournoi des destinations 2024 avec une défaite face à l'Irlande 17-38, puis un succès en Écosse 20-16. J'invite tout le monde autour de la table. J'invite Quentin, j'invite Julien, Antoine, Clément, Rémi, Mességuet, et puis vous au 0826 300 300. Tiens, on va rejoindre tout de suite Vincent. Salut Vincent. Et il arrive dans un instant, Vincent. Il est en train de se préparer pour entrer dans l'arène. Un mot, un seul. Julien Thomas. Un seul mot. Et pas deux. Pour décrire le début du tournoi des Bleus. Poussif. Poussif. Ok. Ouais. Pourquoi poussif? Pourquoi poussif? Est-ce que tu trouves que... On jugera après les choix des mots de chacun, mais pourquoi poussif, Julien Thomas? Poussif parce que face à l'Irlande, la nation, quand même des Irlandais étaient en place, était pour moi actuellement la mieux organisée, et l'après Coupe du Monde, on sait très bien que c'est quand même une compliqué de réorganiser, de remettre, on va dire, des équipes dans le droit chemin, et puis surtout avec l'équipe de France qui a été totalement prise par tous les secteurs du jeu irlandais. Honnêtement, j'ai pas vu exister cette équipe de France, donc ça m'a déçu. Et puis poussif du fait que en Écosse, pas si terrible que ça, mais la gagne. Au final, la gagne au bout. Donc ça permet d'avoir le poussif, oui. Donc c'est pas totalement négatif, mais un peu dubitatif. C'est pas parfait, quoi. C'est ça. Antoine Mazer, quel est ton choix de mots? Logique.
Ah, logique. Alors, oh là, je sens qu'on va s'amuser. Logique. Pourquoi logique, Antoine? Pourquoi logique? Parce que finalement, on en parlait même sur Sud Radio, on avait fait des débats, on le sentait. On le sentait qu'on pouvait arriver à ce niveau-là, arriver à ce constat-là du 15 de France. On l'a pris, avec Philippe Panguero, il en parlait, Yoann Huget, tous nos consultants le répétaient, que ce traumatisme un petit peu de la Coupe du Monde, il allait rester ancré au moins quelques mois dans cette équipe de France-là, et que les équipes autour, elles travaillent aussi, elles progressent, et qu'il fallait sûrement réinjecter une nouvelle dynamique, quelque chose de nouveau, et que forcément ça allait prendre du temps, et que forcément peut-être aussi avec le nouveau staff de l'équipe de France, moi je m'attendais pas à ce qu'on roule sur l'Irlande, à ce qu'on roule sur l'Écosse directement, et donc moi je voyais, comme on en avait parlé ici, toi aussi Alexandre tu le disais, perdre face à cette équipe d'Irlande et avoir un match très compliqué face à cette équipe écossaise. Donc je trouve qu'on est plutôt sur quelque chose de logique, ça nous fait pas plaisir, on aimerait voir une équipe de France beaucoup plus flamboyante comme on l'a vu ces derniers mois, même ces dernières années avec Fabien Galtier. Ouais. Mais c'est intéressant ce choix du mot logique, Antoine, parce que ça va nous amener sur la suite du débat. Pourquoi en fait? Pourquoi il y a pourquoi le jeu des Bleus est en telle décrépitude, pourquoi il y a de tels changements dans le jeu des Bleus? Et ça va nous amener sur la question de la logique post-Coupe du Monde. Clément Combe, quel est ton choix de mots? Demi-teinte. C'est un mot composé. Demi-teinte. Donc demi-teinte, oui, poussif. On est un peu dans ce style-là. Ouais. On est dans ce style-là. Je rejoins l'analyse d'Antoine sur le fait que il y a une certaine forme de logique. Maintenant, demi-teinte, oui, parce que la défaite est grande et dans les grandes largeurs en Irlande. En Écosse, il y a quand même du mieux sur les attitudes, sur le comportement, sur la défense. Oui, tout n'est pas parfait, tout est loin d'être parfait, mais il y a eu quand même du mieux en 2 semaines. Donc voilà, ça peut tendre vers le positif. Moi, je vous trouve quand même ultra sympathique là, quand même. Poussif, demi-teinte. Je m'attendais à la nuance. On va pas dire catastrophique non plus. Non mais d'accord, mais oui, j'entends bien qu'il y a de la nuance, mais là c'est Hollande, là c'est du. Le mot plus dur sera en fin de tournoi, je pense. Non mais si on dit décevant. Est-ce que ça attendez, vous êtes exactement, Quentin. Tiens, vous êtes pas déçu vous des débuts de tournoi? Moi, je suis très déçu. Je m'attendais à ce que quelqu'un le donne avant. Bah voilà. Donc moi j'arrive et je dis Quentin, décevant. Pourquoi décevant? Est-ce que tu as ressenti de la déception? Est-ce que tu en ressens toujours? Oui, je suis désolé. Moi je suis déçu déjà par l'entrée en matière où on se fait rouster par les Irlandais. Moi j'espérais une révolte suite à la défaite en quart de finale de la Coupe du Monde. Je voulais voir l'équipe de France revancharde. C'est pas ce que j'ai vu sur le premier match. Dans le deuxième match, je suis désolé, on peut être que déçu par le jeu. Qui s'est pas ennuyé dans la rencontre face à l'Écosse? Alors oui, on a gagné, c'est un bon résultat d'aller gagner là-bas, mais je veux dire qu'on était tous à faire des débats. Pourquoi l'équipe de France joue aussi moche? Pourquoi il y a autant de coups de pied? On était tous déçus. On a été déçus par certains joueurs aussi, des cadres sur le premier match. On a remis en question la paire de centre Ficou Danti sur le premier match. On a mis en doute Lucu sur les 2 matchs. Donc oui, moi je trouve qu'on peut être déçu par cette équipe de France sur les 2 premiers matchs du tournoi. Alors vous noterez que Quentin a choisi décevant, Julien Thomas a choisi poussif, Clément Combe demi-teinte, Antoine Mazère logique. Quel est le mot, toi? Bonsoir Vincent. Salut Vincent. Bonsoir. Comment ça va? Alexandre, bonsoir Sud Radio. Très heureux de t'avoir avec nous, Vincent, auditeur Sud Radio. Je suis ravi de vous Quel est le mot que tu as choisi pour décrire le début de tournoi des Bleus, Vincent? Oui, c'est un peu un sentiment, comme vous l'avez dit, un peu mitigé, décevant. Donc, toi, mitigé. Ton mot, c'est mitigé. Méconnaissable, pas au rendez-vous qu'on espérait, alors que pourtant l'équipe, en tout cas sur le terrain, est restée assez identique, mais on la trouve après la Coupe du Monde sans jus, sans jeu, sans génie. Et du coup, c'est quoi ton mot, Vincent? C'est méconnaissable, c'est mitigé, c'est quoi? Ouais, je garderai méconnaissable pour l'instant, mais j'espère qu'il me fera mentir pour les 3 derniers matchs du tournoi. Méconnaissable. Non mais là encore une fois c'est intéressant. Alors on a d'un côté Antoine Mazère qui nous dit c'est logique, et de l'autre côté on a Vincent Despax qui nous dit c'est méconnaissable. Comment expliquer comment expliquer la différence entre le tournoi destination 2022, on survole le rugby. Le tournoi destination 2023, où oui, il y a une défaite en Irlande, mais c'est un match d'une immense intensité. Le reste du tournoi, il n'est pas parfait, mais il est quand même
globalement cohérent. Il y a la Coupe du Monde où il y a un très gros match face à la Nouvelle-Zélande et puis le reste un petit peu embêtant jusqu'à ce quart de finale où on est finalement pas loin. Comment expliquer cette logique? Comment expliquer que cette équipe de France aujourd'hui, elle est vous en avez entendu les qualificatifs qu'on a utilisés. Comment expliquer qu'on soit aussi partagé sur le jeu de cette équipe de France? Pourquoi on a la sensation d'ailleurs que Fabien Galtier revient un petit peu à zéro, Julien Thomas? Parce que Fabien Galtier nous a dit quand même, il nous a dit, on n'était pas loin, on avait fait les bons choix, on est très proche, ça s'est joué à rien, on aurait mérité de gagner, mais pourquoi il change-t-il tout alors? Et on a fait quasi le meilleur match depuis que l'équipe de France sous son air existe. Depuis un siècle. C'était limite un siècle qu'il nous disait. C'est exactement ça. Non, c'est que on rentre là dans une bataille et une stratégie de jeu au pied, de dépossession. L'après-Coupe du Monde avec quelques nouveaux joueurs, avec peut-être une reconstruction, peut-être offensive aussi dans ce 15 de France. Fabien Galtier veut, je pense, serrer un petit peu les boulons du fait de pas s'exposer alors qu'il y a rien qui n'est huilé dans le jeu français et dans ce 15 de France offensivement. Donc c'est la dépossession qui est prioritaire, et sauf qu'on ne la gagne pas. C'est-à-dire que on tape, mais souvent les coups de pied ne sont pas maîtrisés, ou voire trop longs ou pas assez hauts pour contest. Et même dans les contests aériens, on a été défaillant face à cette équipe d'Écosse. On a perdu nombre incalculable justement dans ces duels. Et puis surtout, il y a quand même cette défense, parce que tu dépossèdes du ballon, c'est avoir une grosse défense, être hermétique, et puis à un moment donné faire le bon choix dans un rug pour créer le turnover. Sauf qu'on a une défense, c'est quasi passoire depuis ce début du tournoi, et donc c'est ça qui fait l'équipe de France la rend autant fébrile, je trouve. Donc il y a un problème déjà sur la défense. Vincent, comment t'expliques est-ce que c'est des choix volontaire de Fabien Galtier de changer le jeu des Bleus, ou est-ce que ce sont les joueurs qui ne sont plus capables d'appliquer ce qui fonctionnait ces dernières années? Alors c'est forcément un peu tout ça, mais c'est vrai que je rejoins Julien. Je pense que Sean Edwards doit s'arracher les peu de cheveux qui lui restent sur le crâne. C'est vrai que malheureusement on encaisse beaucoup d'essais, 5 essais face aux Irlandais. De mémoire, 4 essais en quart de finale contre l'Afrique du Sud, encore contre l'Écosse. Oui, comme dirait Franck Magnel, on défend un peu comme des portes de saloon, alors que pourtant c'était le point fort, comme vous l'avez dit, le dépossession. Donc ça veut dire qu'on envoie le ballon dans le camp adversaire, puis on cherche à gagner la bataille des rucks. Et là, on se rend compte que depuis quelque temps, malheureusement, la formule ne fonctionne plus. Donc oui, Galtier est en train de chercher la solution avec son nouveau staff qu'il a mis en place. Mais on sent que là, c'est poussif. Alors, pourtant, les joueurs, il y a une stabilité. Donc, on se dit qu'a priori, ils vont comprendre le message. Mais là, on les trouve vraiment traumatisés donc par la claque qu'ils ont prise au Vélodrome. Ils sont en plein manque de confiance. C'est flagrant, tétanisé. Comme on l'a dit, et ça, on l'a découvert, notamment, c'est flagrant face au box. On est vraiment très fébrile sur ces réceptions de ballons aériens. Voilà, vraiment très maladroit. C'est incroyable. Pourtant, Laurent Sapere, qui est arrivé, était connu sur le français pour avoir justement organisé une touche très performante, et là en touche on est catastrophique. C'est pas une rampe de lancement idéale, on a des ballons très très brouillons. Donc c'est pour ça, pour moi, l'équipe de France est méconnaissable, alors que pourtant Fabien Galtier jouait sur la stabilité. Là clairement, sur le plan, je pense pas qu'il fera de gros changements. Il va garder son équipe. À mon avis, les modifications vont arriver à la tournée d'été, pas avant. Donc j'espère que oui, les joueurs vont se retrouver. Est-ce qu'ils sont rincés? Pourtant, les Irlandais aussi étaient rincés, avaient un traumatisme à évacuer. Alors je sais pas comment ils ont fait, manifestement ils ont réussi. Et nous voilà. Après, ils ont l'habitude de perdre en quart de finale de Coupe du Monde, hein, les Irlandais. Je dis ça. Ils ont l'habitude de perdre en quart de finale de Coupe du Monde, les Irlandais. Parce que ils perdent tout le temps en quart de finale. Enfin, nous aussi, hein, ça commence 3 fois de suite. Ouais. Parce que c'est vrai que les Bleus, on le rappelle, n'ont pas fait mieux que 2015 et 2019 au final. Hein. Tout à fait. Est-ce que quand même vous gardez l'espoir que le Bleu joue mieux dès l'Italie ou dès la fin de ce tournoi? Quand je veux dire mieux jouer, c'est plus jouer notamment. Avec des avants qui avancent, ça peut le faire. Oui, il faut. Je pense que ils vont monter en puissance. J'en suis certain. Le fait de retrouver un petit peu de cette pour moi, cette victoire, elle est à la fois bizarre du fait que ça fait plaisir dans les cerveaux, mais dans le contenu est très défaillante. Pour te dire, Alexandre, j'étais en Écosse, j'étais avec les mecs après.
et notamment avec Jonathan Danty, qui a fait 2 matchs où il est passé quand même à côté, même lui me le reconnaissait de ses performances. Ils sont marqués honnêtement, les joueurs psychologiquement peut-être encore de cette Coupe du Monde, mais à la fois de la semaine passée pour préparer l'Écosse, ils ont été foudroyés, mais parce que l'Irlande leur a fait totalement mal au cerveau et ils étaient en totale perte de confiance. Donc une équipe de France qui déjà joue de la dépossession, alors qu'ils ont, on connaît notre jeu français d'attaque, de French flair comme on peut appeler, ouais, tu vois, tu mets Jalibert en 10, qui est un 10 joueur, et tu joues la dépossession. Et oui, on joue un peu à l'inverse, j'ai l'impression, de notre... Donc les joueurs ne comptent pas. Si je t'écoute bien, les joueurs ne comptent pas, le plan de jeu est au-dessus des joueurs. On s'adapte pas. Oui. Avec Fabien, oui. Tout à fait. Le constat fait un peu mal quand même. On sent que c'est compliqué quand même pour l'équipe de France. Sur quoi on attend les Bleus en termes de jeu? Je précise bien, Antoine Mézère. Quels axes de progression on veut rapidement identifier? Qu'est-ce que tu vas regarder particulièrement sur la suite de ce tournoi? Est-ce que c'est vraiment du jeu que j'attends moi de cette équipe? Déjà, c'est la première question que je me pose, parce que quand déjà une équipe n'est pas en confiance, est-ce qu'on lui demande de faire du beau jeu? Je suis pas sûr que ça soit la première des choses qu'on va demander à une équipe qui est. Mais pourquoi je vais exagérer une équipe malade, parce que déjà il nous manque quand même beaucoup de joueurs beaucoup de joueurs. Mais on n'a pas été éclaté en phase de poule de Coupe du Monde quand même. Oui, mais on n'avait pas. Il y a quand même des absents quand même dans cette équipe-là qui sont des absents majeurs de ce 15 de France-là, qui font souvent les différences quand même dans les grands matchs, dans les moments importants. Moi c'est pas forcément sur la qualité de jeu, c'est plus dans la qualité justement de confiance, de groupe, de collectif que j'ai envie de voir ça, parce que moi ce que je trouve que j'ai perdu, c'est une équipe. Ce que je trouve que j'ai perdu, c'est des mecs solidaires ensemble, et c'est ça moi d'abord que je vais regarder. Tu veux pas avoir des lancements de jeu? Non. Pas dans un premier temps, ça viendra après en fait. C'est d'abord j'ai envie de retrouver une équipe. Moi j'en attends plus des Bleus, hein. Je suis désolé, j'en attends beaucoup. Oui, mais avec un entraîneur qui a récupéré un groupe, il y a un peu plus d'un, avec des entraîneurs comme Patrick Arletas, Laurent Sampéry qui viennent juste d'arriver. C'est difficile de mettre déjà leurs pattes, de demander à des joueurs tu sais, dans des clubs de top 14, Julien il a connu, quand les joueurs reviennent après un nouveau staff ou après une nouvelle saison. On est une tournée en Argentine, elle est là pour travailler. C'est une défense. La première chose qu'on met en place, c'est des choses simples avant d'élaborer des plans de jeu. Mais qu'est-ce qu'on change notre défense? Est-ce qu'on la change notre défense? On n'a pas besoin de la changer, elle fonctionnait, non? Enfin, je sais pas. La preuve, elle a pas fonctionné sur les matchs qu'on a vus sur l'Irlande. On s'est fait trouer plusieurs fois contre les Irlandais, contre l'Écosse, c'est miraculeux, mais le premier essai notamment qu'on prend, on se fait percer aussi dessus, et on n'est pas loin aussi de prendre d'autres essais où il y a des sauvetages un peu miraculeux qui sortent de nulle part. Notre défense encore aujourd'hui, je suis un peu désolé, mais je trouve qu'elle c'est pas encore au point. Enfin là, il y a quand même des sacrés manques dans notre défense. On est plus aussi dominant, et ça vient peut-être aussi du choix des hommes, du capitaine des défenses qu'on met en place, des leaders qu'on va mettre en place dans ce secteur-là. Mais pour moi, on n'est pas encore au niveau sur déjà ce secteur-là. Une fois qu'on aura mis déjà la défense en place, on pourra commencer à évoluer point par point. Mais avant de demander du jeu, je pense qu'il faut déjà qu'on se ressente sur nos bases collectives. Donc pour toi, il faut pas en attendre du mieux dans le jeu prochainement. Quentin, toi t'as pas l'air d'accord. Toi tu attends des choses précises. Déjà contre l'Italie, où c'est une équipe qu'on est censé dominer. Moi j'aimerais voir un peu plus de jeu. Oui, j'aimerais voir des lancements en touche qui aboutissent à quelque chose. J'aimerais voir aussi les arrières prendre un peu plus de plaisir. On peut pas parler qu'ils ont pas d'automatisme. Ils se connaissent par cœur normalement. Je veux dire, on a une charnière qui joue ensemble toute l'année. Derrière eux, quand même, ils ont déjà joué avec Ficou et Danty. Ils ont quand même déjà tous joué avec eux. Sur les ailes, ils les connaissent aussi. Donc normalement, ils ont quoi? Ils ont 35 sélections en commun. Voilà, un truc comme ça. Ramos est là à chaque fois aussi. Moi, je pense que derrière, on est censé avoir des automatismes déjà. C'est des joueurs qui se connaissent. On repart pas de zéro non plus. Donc oui, j'espère voir plus de choses contre l'Italie, évidemment. Oui. Moi je te rejoins. Clément et Julien ensuite. Non, moi j'attends rien. Je suis d'accord. Mais ça c'est parce que t'es au fond du trou. Non mais plus rien. Non mais attends, mais c'est la dépression là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, moi j'attends rien de cette équipe. J'ai pas dit que j'attendais rien. Moi en tout cas j'attends rien de cette équipe en termes de jeu. En termes de jeu, je veux dire, j'attends des victoires évidemment et une remontée au classement à la fin de ce tournoi. Mais je comprends quand Quentin dit j'aimerais voir un peu plus de folie des arrières, j'aimerais voir un peu plus de lancement de jeu. Les seules choses que j'attends entre guillemets, c'est une conquête plus propre, une bien meilleure défense et c'est tout. Parce que en fait, j'ai l'impression les gars qu'on fait le constat de l'équipe de France post 2015 là. Cette équipe n'a pas cette équipe n'a pas de folie. Et est-ce que cette équipe en a déjà eu? Je ne suis pas sûr. C'est tout. C'est pour ça que j'attends pas forcément de folie. Julien Thomas. Puis ensuite Vincent.
Ouais, non, moi, ça rejoint totalement cette équipe de France avec cette confiance. La confiance t'amène à faire la passe de plus, à amener peut-être l'alternance dans le jeu offensif. Honnêtement, je suis sorti du match en Écosse, je me suis dit, on a joué comme des Sud-Africains, sauf qu'on ne l'est pas. On n'est pas gaillard. On a joué sur des jeux offensifs à une passe. On n'a pas la même longueur au pied. Ah, pas la même longueur au pied. On a été déjà défaillants dans ce secteur-là. Si tu veux jouer comme ça, tu mets Jaminet, tu vois. Exactement. Et surtout, même offensivement, je n'ai pas vu d'alternance, de jouer dans le dos, d'aller chercher peut-être des couloirs, d'étirer la défense écossaise, d'alterner un petit peu notre registre, de renverser le jeu dans des petits côtés, puis repartir à l'opposé. Il n'y a pas eu d'alternance offensive côté français. Et du coup, ça aussi, c'est la confiance qui t'amène à être plus libéré et de pouvoir maîtriser ton jeu. Maintenant, c'est compliqué là. J'ai une question, Julien, même à Alexandre, enfin à tout le monde. Moi, j'ai la sensation que Fabien Galtier, il a changé beaucoup de choses dans sa façon de voir les choses, uniquement parce qu'il a perdu un quart de finale contre l'Afrique du Sud. Et il s'est dit, ce modèle marche avec un groupe ultra expérimenté et beaucoup de trentenaires. Donc la philosophie Galtier n'est plus. Et un jeu qu'on peut qualifier quand même de restrictif. Donc, oui. Comme ils sont champions du monde, il faut faire comme ça. Moi, j'ai vu des Sud-Africains jouer plus que les Bleus. Et j'ai vu des Français perdus totalement dans un jeu offensif que même eux, dans l'organisation, étaient sur une moitié du terrain. Vincent, pour clôturer. Je serais pour vous dire quand même, l'Italie, ça reste un bon souvenir, les gars. On a joué il n'y a pas longtemps, à la Coupe du Monde. L'année dernière, c'était pas un super souvenir. Qui va rejouer, mais on met plus de 60 points quand même, c'est le record pour une victoire face aux Transalpins, donc avec une équipe dans laquelle il manquait déjà Antoine Dupont, comme je vous l'ai indiqué, l'effectif sera quasiment le même. Pour moi, c'est un match idéal pour se relancer l'Italie, sans vouloir faire injure bien sûr à nos voisins italiens, mais s'il y a un match pour lequel il faut reprendre confiance, c'est bien celui-ci, prêt pour finir en apothéose de tournoi, gagner au Pays de Galles, battre l'Angleterre et finir deuxième. Pour moi, c'est l'objectif et c'est tout à fait jouable pour l'équipe de France. Tu voulais adresser un petit mot à un Gersois? Oui, j'avais une pensée très particulière, bien sûr, pour la famille Broncan. Voilà, pour Pierre-Henri, qui a un de ses enfants qui mène une bataille qu'on ne doit pas mener à cet âge-là. Voilà, donc vraiment toutes mes pensées pour l'accompagner dans ces moments, dans ce combat. Voilà, en souhaitant de sortir vainqueur, bien sûr. On pense à Alix et à toute la famille de Pierre-Henri Broncan. Merci beaucoup Vincent d'avoir été avec nous. Merci. Dans un instant, on va jouer au sélectionneur avec Marc de l'Île-Jourdain, dans le Gers. Quel changement dans la compo pour recevoir l'Italie? On mobilisera un petit peu Rémi Mességuet sur cette question. À tout de suite. Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam. Vous êtes sur Sud Radio à 30 minutes du coup d'envoi de Castres-Toulon. On est en train de parler de l'équipe de France. Quel changement dans la compo pour recevoir l'Italie le week-end prochain? C'est le deuxième débat de ce dimanche soir. Nous sommes en direct jusqu'à 23h. Et demain, soyez au rendez-vous au cœur de la mêlée, le magazine entre 20h et 21h avec François Trio, Philippe Stronguero et Johan Huget. Plein d'invités concoctés par Antoine Mazère. On va jouer au sélectionneur. Julien Thomas. Je sais que t'es quand même le manager de cette équipe. tu as le diplôme. J'ai aussi le diplôme. Désormais. Mais bon. Donc tu l'es aussi. Bon. Sélectionneur. Je le suis aussi. Coach de Seven, toi, Alex, non? Alors, je coach du Seven et du 15. Mais, coach de Seven, c'est vrai que ça fait toujours marrer les gens. Mais je vous déteste, c'est tout. Le Seven qui finit à 4 en général, mais bon. Sans déconner, c'est vrai, on s'est retrouvé avec quelques petits soucis de carton jaune et de carton rouge une fois. C'est souvent l'image, l'équipe est à l'image de l'entraîneur, tu sais. Peut-être. T'es là. On va jouer au sélectionneur. Toi, en plus, tu connais bien Fabien Galtier, Julien Thomas. Du 1 au 15, combien de maillots pourraient changer de locataire selon toi? Alors, on se base sur France-Écosse ou on se base sur France-Irlande, selon vous? Sur Écosse-France. Ouais. Donc, on va reprendre la composition de Écosse-France. Je vais vous la donner. Vous allez me dire combien de maillots, sans nommer les maillots, bien évidemment, mais combien de maillots doivent changer de locataire. Alors, au poste de pilier gauche, on avait Cyril Baye. Moi, je vais pas trahir le truc, mais bon, je crois que ça devrait pas trop poser de problème. Je vais aller plus vite. Peato Movaca, numéro 2, numéro 3, Antonio, numéro 4, Woki, numéro 5, Gabriag, numéro 6, Cross, numéro 7, Aolivon, numéro 8, Aldrit, la charnière, Lucu, Jalibert, aux ailes, Bielbière et Penaud, au centre, Danti, Ficou, et à l'arrière, Ramos. On va faire jusqu'au 15, on va pas aller plus loin. Combien de joueurs là, combien de maillots vont changer de locataire? Sans nommer les maillots, sans donner les numéros, combien? Julien Thomas. 3.
3. On compte les blessures. Hein. C'est combien vont, Antoine Mazère. Combien on veut? Ah, c'est vous sélectionneur. D'accord. Ah, ok. 2. 2 seulement. Clément Combe. 3. Quentin Cabanis. 3 ou 4. 3 ou 4. Ah bah attends, il faut faire un choix, Quentin. Allez. 3,5. Non, 4. Allez, 4. 4. Ouais, non. Alors on va commencer par 3, toi. pardon, j'avais oublié la blessure d'Aldrit. Oui, il y a Aldrit dans J'ai les oublié 4, aussi. hein. 4. Ouais. Moi, je monte à 4. Ouais, c'est Pour ça. Alors, Quentin, quels sont les 4 numéros qui vont changer de locataire? Moi, j'aimerais revoir Marchand en numéro 2. Titulaire. Oui, j'aimerais voir Tulagi titulaire à la place de Gabriag. Ah, d'accord. J'aimerais voir 2 porteurs à la place de Danti. Rugby manager, là. Et du coup, moi j'aimerais bien voir Roumat en titulaire en 8. Pour remplacer Donc, le forfait les 4 numéros qui changent, c'est le numéro 5, le numéro 8, 2, 5, 8, le numéro 2 et le numéro 12. Ouais. C'est ça. 2, 5, 8, 12. 2, 5, 8, 12, qui sont des numéros importants. Julien Thomas, combien de numéros changent de locataire? Combien de maillots changent de locataire? Alors, un maillot ne nous appartient pas au rugby, on le rappelle. Oui, 3. Je verrai Vas-y. Alexandre Roumat à la place de bien sûr à 8. Je verrai bien sûr Marchand au talonnage, et je verrai bien Le Garec quand même à la mêlée. Donc tu gardes la paire de centre Danti Ficou, mais tu changerais Le Garec pour l'associer à Jalibert. Tiens, on va poser la question à Marc. Salut Marc. Oui, bonsoir. Bonsoir Marc. Salut Marc. Bienvenue sur Sud Radio, Marc. Vous nous appelez de l'île Jourdain, dans le Gers, amoureux de rugby. Vous êtes au bon endroit, Marc. On va parler dans un instant des petites nouveautés, des petites surprises. Mais d'abord, combien de maillots changeraient de locataires selon vous? Alors, tout dépend. Vous, sélectionneur, hein. Faut pas pronostiquer ce que va faire Fabien Galtier. Hein. C'est vous faites vos choix. Non, tout à fait. Alors, tout dépend le jeu qu'on veut faire. Hein. Ça dépend si on veut jouer de la dépossession. Ah, vous êtes Gersois, vous voulez jouer, Marc. On le sait, le Gers ça joue. Tous les Gersois seront absents quasiment. Voilà. Alors, si on reste dans le même schéma de dépossession, d'envoyer des coups de pompe et de faire du gros pressing derrière et plaquer, c'est pas la peine de changer grand chose. Mais bon, je reviens effectivement. On met ça, c'était un tir bien déguisé, bien mis en lumière quand même. C'était bien fait, ouais, bravo. Dans ces cas-là, vous prenez le 10 de Montauban, Bosniel, il a un gros coup de pompe et c'est pas la peine de mettre Jalibert. Ah ouais, non mais c'est vrai, en partant par là. En 10. Parce qu'il tu mets Marquez en 9, Bosviel en 10 et alors, tu joues. Marquez, il y a un problème de nationalité. Ah oui, c'est vrai. Il est un petit peu portugais, mais bon, on peut s'arranger. Donc, c'est quoi tiens, on change quoi? On change quel joueur, Marc? Alors bon, moi je pense que je referai démarrer Marchand et Movaca en impact player sur les. Donc le numéro 2 déjà il change de locataire. Oui. Okay. Après à droite on n'a pas trop le choix. Non. Donc après en seconde ligne, oui, je ferais peut-être démarrer Pozzolo. Pozzolo ou Tao Frifenois? Pozzolo, parce que je préfère toujours Tao en impact player aussi. En finisseur. Donc Pozzolo titulaire, donc le numéro 5 change. Donc on a déjà le 2 et le 5 qui changent de locataire. Est-ce qu'il y a d'autres maillots? Et alors, il y a Aldrit par la force des choses. Le numéro 8 va changer. Oui, Aldrit par la force des choses. Mais surtout le Garec en titulaire. Ah, donc le Garec, donc vous êtes déjà 2 à choisir le Garec. Je reviens quand même sur vos choix au global. Tiens Marc, ton choix, tu mets qui en 8 toi? Tu mets Roumat comme les autres ou est-ce que tu fais autre chose? Oui, je mets Roumat parce que il faut en touche. Si tu mets pas Woki, quand même il faut même s'il y a Olivon et Pozzolo en 5, faut mettre Roumat. Il faut 3 sauteurs. En 8. Ah oui. Il faut 3 super sauteurs. Et d'ailleurs, moi je comprends tout à fait ce choix-là d'avoir Roumat en 8 qui est un super sauteur et contreur, Woki super sauteur et contreur, Olivon super sauteur et contreur. Mais il y a quand même un monde, il y a quand même une possibilité que Fabien Galtier choisisse de mettre Boudéa en 6 et Cross en 8.
Oui. C'est pas impossible, Julien Thomas, Clément Combe. Clément, c'est ton choix, toi. Peut-être une première pour Abadi aussi. Mes choix, c'est je garde Movaka au talon. Mais numéro 5, je change, je mets Tao titulaire, Tulagi sur le banc. Je fais rentrer Tulagi plus tôt, par contre, parce que j'aimerais le voir sur quasiment une bout de 50e deuxième mi-temps. Ouais, genre à la 50e. Ensuite, Le Garec, titulaire, j'ai envie de le voir démarrer. Non pas que Lucu doit être remplaçant, mais j'ai envie de voir Le Garec débuter. Et Moefana à la place de Danti en numéro 12. Parce que il faut que Yoram joue à son vrai poste, qui est premier centre. Il est bon, voire très bon depuis le début de la saison à Bordeaux. Et enfin, ce serait intéressant de le voir en équipe de France à son vrai poste. D'accord, intéressant, très intéressant. Antoine Mazert, t'as quelque chose d'autre à nous proposer ? Ouais, moi c'était 3 joueurs, donc je rejoins tout le monde sur la table sur Roumat et en 8 et Le Garec en 9. Et moi je change la paire de centre, je change Gaël Ficou et je mets bien Gaëton. Ah oui. Ficou, c'est plutôt pas mauvais contre les Sors Ficou qui a quand même fait partie des. Il joue pas au poste, Gaëton, il joue plutôt à 13. Ouais, mais Ficou joue en 13 aussi en équipe de France. Ficou, il joue à 13 aussi. Oui, tu vois, ça le surprend tellement qu'il pensait que t'avais dit Danti. Non, mais parce que quand il est associé dans cette équipe de France, il a été associé une seule fois. Emilien Gaëton, il avait fait un très bon match face à l'équipe d'Écosse. C'est un joueur qui performe, il a encore performé face à l'UBB ce week-end en top 14. Et c'est un joueur qui est très intelligent, qui comprend beaucoup de choses et surtout qui a un talent exceptionnel. Ça se joue entre lui et De Porter pour moi, mais je trouve que voilà, il a déjà eu sa chance, il avait répondu présent. En plus, il est associé avec Olivier Elbarré, un joueur qu'il connaît très bien, avec qui il joue toujours souvent ensemble. Donc voilà, j'aimerais bien le voir au moins une fois. Non mais très bien, très bien. Je note l'idée. Donc une dernière question, Alex Burin, vous êtes surpris sur 10 à combien là du choix d'Alex Burin, parce 12, que Mbemba Bamba pourquoi pas peut-être disponible, Jean-Jean Colombe disponible, Moses Allo-Emile a priori disponible, et on choisit Alex Burin, donc 12 titularisations cette saison en Pro D2 sur 20 journées, 24 ans, le jour d'Agen. Julien Thomas, tu m'as dit quand il y a eu le truc, tu m'as dit qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Non, tu m'as pas dit ça. Mais est-ce que ça t'est passé par la tête ? Ah oui, non, passé par la tête, surpris, ça c'est sûr. Mais en tout cas, vu les performances méritées quand même pour ce joueur qui fait une très belle saison avec son équipe d'Agen, mais c'est quand même surprenant que malgré ces joueurs dont tu viens de citer disponibles, Fabien Galtier aille chercher. Donc je pense qu'il y a quand même une philosophie de Fabien d'aller déjà provoquer et mettre en place cette prochaine échéance de Coupe du Monde. Il est en train de construire petit à petit. Alors il veut pas prendre une marée sur ce tournoi. Donc ça fait partie, c'est un ovni. Je pense que oui. À 24 ans, c'est un ovni quand même. Et de l'expérience dès maintenant. C'est un ovni, personne l'a vu venir. Personne l'a vu venir. Non mais d'accord, dans ce sens-là, oui. C'est un ovni. Marc, quand vous avez appris que c'était Alex Burin, vous avez été surpris ? Il a été chercher qui c'était sur Internet. Oui, un peu, parce que moi je trouve que Colombe, il est encore jeune, il peut aller jusqu'à la Coupe du Monde, la prochaine Coupe du Monde. Colombe, c'est de Antonio il y a 5-6 ans. Qui était mais ils ont 6 mois d'écart, à tout casser entre Burin et Colombe. Burin, je crois qu'il a pris la place de Colombe dans U20, un truc comme ça. La génération vraiment, voilà. Bon, je parierais plutôt sur Colombe. Après, Burin, je trouve bien, c'est pas la question. Mais moi, je verrais plutôt Colombe, oui. Je pense que si on le prend en main, Colombe, ça peut être un futur Antonio quand même. Après, en tout cas, il a le profil. Il faut qu'il fasse des efforts que Antonio a fait pour se mettre au niveau et faire un super pilier à l'âge de 30 ans. Moi, je parierais plutôt sur Colombe. Ah, mais est-ce que là, il le prend pas juste en partenariat d'entraînement et il a pris le mec qui ça peut-être allait pas déranger non mais attends, dans ce cas-là, non mais je veux bien faire des tests en tournée en Argentine, on va jouer l'Argentine, l'Uruguay, tout ça, mais là pour moi, ils le prennent juste en partenariat d'entraînement. Mais non, mais Quentin, mais attends, mais non, mais il va y avoir des partenaires d'entraînement au milieu de la semaine. Il fait pas partie de ce groupe-là. Tu vois ? Pour moi, on est passé de 42 à 34 et on fait des tests. On va dire qu'on grille une place comme ça. Moi, je le sens comme ça, parce que je peux pas imaginer un instant qu'il soit sur la feuille contre l'Italie.
Tu vois Antoine Mazère, sur 100 chances, il y en a combien qu'il est sur la feuille de match? En fait, sur 100 chances, ça va dépendre. S'imagine si t'as Antonio qui se pète cette semaine. Moi, je pense qu'Antonio se pête, il rappelle quelqu'un d'autre. Tu penses? Ouais. Alors c'est quoi peut-être alors même quelle est la logique pour jouer plutôt que. Non. Alors quelle est la logique? Exact, Antoine. Alors quelle est la logique? Il met Aldeguerri titulaire. Et il prend quelqu'un d'autre pour remplacer. Oui, mais du coup, tu mets qui sur le Pour moi, il appelle quelqu'un d'autre. Donc il appellerait Bamba ou Colombe. Ouais, mais peut-être même Bamba qui connaît l'équipe de France. Oui. Moi, je vois ça comme ça. Mais du coup, c'est ça. Pour quelle logique, Antoine? Quelle est la logique, Antoine? Parce qu'en plus, tu pénalises du coup le SUA qui est un peu en difficulté en Pro D2. Tu pénalises le SUA, du coup, tu lui enlèves un de tes joueurs qui est titulaire. Et du coup, tu le prives d'une semaine d'entraînement. Combien de fois Galtier a pris des joueurs pour jamais les faire jouer? Je veux dire, ça arrive souvent. Oui, mais du coup, si là, type Nicolas Deporter, par exemple. Oui, mais là, il n'y a pas eu de blessé devant lui. Là, si on parle, si jamais il y a un blessé. Ouais, mais en vrai, moi, de ce que dit Quentin, c'est possible. Souvenez-vous, au poste de pilier, il y a des piliers qui étaient remplaçants. Il a fait venir d'autres joueurs pour jouer titulaire plutôt que mettre le pilier remplaçant sur le terrain. Aldeguerri, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Julien Thomas, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Non, je suis pas d'accord avec Quentin. C'est pas juste le joueur qui vient faire partenaire d'un entraînement et qui repart le mercredi. C'est dans un groupe comme ça, Fabien Galtier, lui, si tu rentres dans ce groupe, c'est que quand même déjà t'as ta carte de visite et que tu fais partie un petit peu du panel. Et je pense que il tira probablement en Argentine cet été, quoi. Exactement. Et il va lui donner de l'expérience et le faire monter petit à petit en puissance. Jusqu'à ce qu'il prouve peut-être ou qu'il ne soit plus sélectionné, mais en tout cas s'il a fait des bons matchs, il va lui donner des temps de jeu conséquents pour que les prochaines séances et notamment la Coupe du Monde soient performants avec de l'expérience pour lui. Voilà donc autour de l'équipe de France la probable composition des Bleus pour affronter l'Italie. Merci beaucoup Marc d'avoir été avec nous sur Sud Radio. De rien, je vous en prie. Bonne soirée. Et tiens, l'île Jourdain, ça donnait quoi ce week-end en rugby? On a gagné le point de bonus, 35-7. Où ça? Contre la Mort à la maison. Je t'ai pas entendu, excuse-moi. T'as dit quoi, pardon Marc? On a gagné 35-7 contre la Mort à la maison. Ah, bah c'est très bien. C'est une grosse victoire. Très grosse victoire. On se replace dans les 3 premiers. C'est bon. Ah bah bravo à l'USL. Merci beaucoup. L'objectif est de jouer un barrage à la maison. Merci beaucoup Marc d'avoir été avec nous sur Sud Radio. On va parler du top 14, on va rappeler les résultats et le classement, mais d'abord, tiens, un essai marquant. Merci, au revoir Marc. Et on va récupérer une pénalité du côté des Montpelliérains qui ont enfoncé les Racingman. On va jouer l'avantage avec Cobus Reinhardt qui a pris de la vitesse, qui passe une fois, qui passe 2 fois, qui a un 2 contre 1 joué. Il a feinté la passe pour y aller tout seul. L'essai, incroyable course de Cobus Reinhardt qui est allé tout seul et qui a éliminé 3 Racingman et qui inscrit déjà le 4e essai. Le 4e essai de cette partie. Les résultats et le classement, Quentin Cabanis. Les résultats donc avec le succès du Loup face à La Rochelle 28-17. La victoire du Stade Français face à l'USAP 32-19. Montpellier qui s'est imposé au Racing 92 44-20. Large succès également pour Toulouse face à Oyonnax 61-34. Une surprise dans cette journée, la victoire de Pau sur la pelouse de l'UBB 20-10. Et puis Bayonne ensuite a battu Clermont 21-13. Ce soir il y aura Castres-Toulon à partir de 21h05. Au classement, le Stade Français est leader, égalité de points avec le Stade Toulousain. Les deux équipes ont 46 points. Ensuite, on va retrouver dans l'ordre l'UBB, le Racing, Toulon, Pau, Clermont, Castres, La Rochelle, Bayonne, Lyon, Perpignan, 12e, Montpellier, 13e, Oyonnax, dernier. Voilà donc pour le classement. Quelle fut la rencontre la plus marquante de cette 15e journée? On en parle avec William. Salut William. Salut William. Bonsoir à tous. Bonsoir William. Comment ça va William? Ça va, plutôt bien. Bon week-end rugby, ça va. Ça a gagné à Malmort ou pas? Malmort, je sais pas. Là, j'étais en Dordogne aujourd'hui. Je rejoue là, donc j'ai un club à côté. Ah. On a rejoué. Ouais, on se régale. Avec quel club? Je suis à Terrasson, un club entraîné par un copain là. Et donc on allait filer un coup de main et puis le dimanche après-midi à 40 ans, on se roule dans la boue, on se régale quoi. Parfait. C'est agréable. On revoit des moments rugby dans des clubs un peu rugby, c'est sympa. C'est très 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 agréable. Ah bah oui, ça a l'air très sympathique. Quelle fut la rencontre la plus marquante de cette 15e journée? William, tiens, on commence avec toi.
Lyon-La Rochelle. La défaite de La Rochelle, sûrement pas prévue. Club champion d'Europe et qui est en difficulté. Et on a vu par le passé des gros clubs enchaîner les titres et une saison blanche qui en amène d'autres. Donc celle-ci elle pose question malgré les absences. Et je trouve que c'est assez marquant de voir le Stade Rochelais perdre à Lyon parce que sûrement pas prévu dans le plan de marche du Stade Rochelais. Ah bah aussi, on va écouter Judicaël Cancorier au micro de Julien Vert. Ouais, c'est une chance manquée là pour les Maritimes parce que en plus avec les autres résultats, bon ça ils le savaient pas, ça s'est passé après le multiplex, mais au final, La Rochelle, si c'était imposé, c'était vraiment une journée parfaite malgré tout. Et bien finalement ça n'a pas été le cas. On écoute Judicaël Cancorier au micro de Julien Vert. Ouais, clairement, on le sait, on le savait avant, on le sait encore plus maintenant. C'est encore une case qu'on avait coché qui est encore une fois loupé et il va falloir vite se bouger. Ouais, on sent de la déception et on a vu les mots de Ronan O'Gara, le manager de La Rochelle. Il a dit voilà, il y a des joueurs qui sont là pour jouer au rugby, puis il y en a d'autres qui sont là pour regarder l'immobilier sur l'île de Ré. Toute la semaine ça a été ça. Ah, c'est très cool, mais l'immobilier par contre c'est pas donné. Je vous conseille de ne pas regarder. Ça fait mal, ça pique les yeux. Surtout l'île de Ré, ouais, c'est clair, hein, ça pique les yeux. Après toi t'as 5 baraques sur l'île de Ré, donc ça doit aller bien pour toi, Julien Thomas. Et le port non, pardon, tu t'appelles pas Félix Manguero, pardon. Non, lui c'est Van. Voilà. C'est chacun. Oui, c'est Van, pardon, excuse-moi, c'est Van. C'est pas donné Van aussi. Hein. C'est un peu. C'est pas donné Van. C'est une très belle ville, Van, très très belle ville. Ah, c'est très beau. Donc toi, William, tu as choisi ce Lyon-La Rochelle. Quentin Cabanis, quel est ton choix, toi? Moi, je pense que c'est le succès de Montpellier au Racing. Le large succès Montpellier au Racing 92. Celle-là, elle est quand même. On parle d'une équipe qui jouait pour être leader. Julien Thomas, il est heureux. Qui jouait il est content du choix. Sauver. Non, mais on parle d'une équipe qui joue pour sa vie contre une qui joue le titre. Et à domicile, le Racing s'est fait froisser par Montpellier dans cette rencontre. Donc. Et attends, pourtant, quand on regarde la compo. Honnêtement, Erdosio, Macharashvili, tu regardais, t'avais Leninouchi, capitaine à 20 ans, t'avais Auguste Cadeau, qu'on a peu vu, Thomas Darmon, qu'on a assez peu vu, Alexandre Donardi, qui était titulaire. Je veux dire, c'était pas non plus les sur titulaires tout le temps. C'est une équipe un peu remaniée, et t'éclates en 1000 morceaux cette équipe du Racing 92, et notamment devant. Quand même, Julien, c'était incroyable. Incroyable et en prenant le bonus offensif quand même. Ah oui, non, mais attends, incroyable ce match. C'est carton plein face à l'équipe du Racing. Tu dansais sur la table hier. Je dansais sur la table, je dansais surtout que c'est une équipe de Montpellier qui n'était pas taillée pour dans l'état d'esprit de jouer quand même le maintien et une zone rouge aussi longtemps et parce que c'est différent quand tu joues au top 6. Hein. Donc il faut avoir le caractère, il faut avoir un petit peu le vestiaire qui soit soudé pour justement jouer quand tu es de bas de tableau. C'est différent quand tu es dans le top 6 et Montpellier 44 avant, on rappelle. Ah ouais 44 à 20 le point de bonus et puis surtout un match je trouve très fort devant assez pragmatique. On va donner tous les joueurs qui étaient titulaires devant parce que ils le méritent hein. Erdosio, Painga, Mossa, Macharashvili, Vérac, Duguid, Camara Tolègne, gros match aussi de Marco, et puis donc Leninouchi capitaine, magnifique quand même Leninouchi qui a été capitaine dans cette rencontre. Antoine Mazer, quel est pour toi le match, la rencontre la plus marquante de cette journée? C'est le succès de la section paloise sur la pelouse de Chabandelmas. Attends, avant que tu développes, écoutons. Abadi qui sort rapidement le ballon pour Jefferson Poirot avec maintenant Matteo Garcia l'a sauté avec Ezeala, l'interception de Samuel Ezeala et le deuxième essai pour la section paloise juste avant la mi-temps. Oh là là, que de mauvais souvenirs, on se rappelle déjà l'interception face au Stade Français Paris, là c'est la même chose. Ezeala qui peut-être crucifie l'UBB dans cette période à la 39e minute de jeu, ça fait 18-3, deuxième essai pour les Palois. Alors à ce moment-là, c'était un peut-être. Ça s'est confirmé. Quel réalisme quand même. C'est vrai que ça a été un match marquant, Antoine Mazer. Ouais, les Palois qui s'étaient déjà imposés au match aller 20-11, là ils s'imposent 20-10, mais en terre girondine. On faisait des débats justement sur Sud Radio en se disant, ça y est, Pau a peut-être passé le train du top 6 après le meilleur début de leur histoire en top 14 avec cette période Coupe du Monde, mais c'est vrai que les hommes de Sébastien Piccheroni avaient quand même engrangé beaucoup de points. Et en fait, 4 défaites consécutives en top 14, on se disait, ça y est, Pau c'est terminé pour la course au top 6. Et en fait, ils viennent te sortir un match un petit peu référence du côté de
de la Gironde, avec cette semaine de coupure qui finalement a fait énormément de bien aux hommes de Sébastien Piccheroni, et on a retrouvé une vraie âme dans cette équipe, emmenée justement par Gaëton et par un Samuel Ezeala très inspiré. Ouais, il a été très très bon. Clément Combe, un autre match que tu as noté ? Non, pas un autre match. Je vais rejoindre Julien et Quentin sur la victoire de Montpellier au Racing. Ouais, et on va directement, on va dans quelques instants parler de Toulon aussi, parce que ce sera le match très important de ce soir, Castres-Toulon. En tout cas, les doublons ont fait mal à certaines très grosses équipes. Ah bah on pense à l'UBB, l'UBB découvre les doublons dans cette proportion-là. Non mais le Racing c'est terrible, parce que sur les trois défaites, on a les doublons. Alors, attends, le Racing, oui d'accord, mais je crois que le problème est plus vieux que ça. Impacté quand même. Attends, le Racing, l'interview la conférence de presse de Stuart Lancaster, il a l'air de découvrir que le top 14, tout le monde, que le top 14 est homogène. Tu vois, il dit quand même, ce top 14 là, même les petites équipes, il dit quand même les petites équipes, même les équipes qui sont en difficulté, les petites équipes jouent tout et jouent avec la peur au ventre, donc avec cette énergie là. Enfin. Je suis très surpris que Stuart Lancaster, le 17 février, donc hier, découvre ça, alors que Montpellier venait à la Paris La Défense Arena. Enfin, c'est mal connaître, c'est une méconnaissance du rugby français de comprendre ça maintenant, je pense. Ah, je te rejoins, Alexandre. C'est surtout que venez de perdre quand même à domicile le Stade Toulousain, là, une fois de plus Montpellier, et reçoivent quand même dans le derby le Stade Français, qui n'est pas un match gagné encore une fois. Donc, je pense qu'ils tombent de haut en voyant l'homogénéité de peut-être des petites équipes qui se bataillent justement pour revenir et gratter le top 6, comme Montpellier, comme Lyon, La Rochelle, mais c'est surtout une bataille féroce parce qu'ils se pensent pas à domicile, ils se sentent plutôt à l'aise. Eh ben tiens, on parle de bataille pour le top 6. L'un est 5e, l'autre est 8e. Toulon-Castres, c'est Castres-Toulon, c'est la rencontre de ce soir. On va parler de Toulon. On garde William, évidemment, William de Brive. Et on accueille Julien Perper, le patron des Fils de Besagne. Salut Julien. Bonsoir. Salut Julien. Patron du groupe de supporters, le plus beau et grand groupe de supporters donc du RCT. Julien, parlons un tout petit peu du RCT. Alors ça a été ces dernières semaines encore très difficile. Les supporters voulaient le retour de Louis Carbonel. C'est finalement Paulo Garbisi qui arrive sur la rade. C'est une sorte d'échange avec Christopher Tolofoa, dont on avait dit qu'il y resterait jusqu'à la fin de la saison. Puis finalement, il est tout de même transféré devant l'insistance du joueur et de Montpellier. Paulo Garbisi qui dit il y a quelques minutes auprès du journal L'Équipe qu'il ne voulait pas quitter Montpellier. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Enfin, qu'est-ce qui se passe sur les changements d'effectifs du côté de Toulon ? On rappelle que Jaminet est arrivé notamment en cours de saison. C'est le constat d'un recrutement qui a été complètement manqué ? Non, parce que j'ai quand même l'impression qu'on avait peut-être fait le meilleur recrutement de ces 5 dernières années. C'est par contre marque peut-être d'une inconstance. Ça oui. Ce recrutement, il a beaucoup fait parler en cours de saison. Alors déjà parce qu'il y a une communication quand même autour de cet échange assez désastreuse qui a été très mal comprise par les supporters toulonnais. On a fait un communiqué où on faisait les vierges effarouchés en nous expliquant que on ne comprenait pas d'où venaient que les journalistes étaient des menteurs. Que les journalistes étaient des menteurs. Et puis 3 semaines après, on réalise. Je crois que d'abord, les supporters toulonnais, ils ont un petit peu ça en travers, parce que c'est un millième couac sur la communication du RCT. Alors après, on arrive à comprendre qu'un joueur qui va à tout prix partir, on va pas le retenir, c'est ce qu'a dit Pierre Mignoni au sujet de Christopher Tolofoa. Ouais, mais l'autre, il voulait pas venir. Paulo Garbisi dans l'autre sens, quoi. Par contre, l'autre voulait pas venir. Donc aujourd'hui, qui est gagnant, qui est perdant ? Je sais pas trop, parce que récupérer un joueur qui dit j'ai pas envie de venir à Toulon, on a du mal à imaginer comment ça va se passer. Alors, il dit surtout je ne voulais pas quitter Montpellier, c'est plutôt ça, mais oui. Oui, il dit qu'il voulait pas quitter Montpellier. Bon voilà, après forcément il y a un autre. Mais on lui a pas laissé le choix. Il y a un autre numéro 10 à Montpellier qu'on aurait voulu aussi voir revenir. Bon voilà, c'est pas celui qu'on. Louis Carbonel. Non mais attends, le RCT début de saison, Enzo Hervé performant, oui. On peut le dire, performant Enzo Hervé. Retour de Dan Bigard, pas performant, mais Enzo Hervé aux oubliettes. Et là, du coup, tu assassines, t'as tué le mort. T'as assassiné le mec que t'as déjà assassiné, donc Enzo Hervé, qui se disait, attends, Dan Bigard, il est pas bien, j'ai peut-être ma chance de revenir dans la rotation. Boum, t'amènes Garbisi. Quel est le message ? Le message, et je reviens encore sur ce cas Louis Carbonel, mais on gère
le problème du numéro 10 depuis ce départ qui n'aurait pas dû avoir lieu autour de Louis Carbonel. Et depuis, on est dans la gestion de ce poste de numéro 10 avec Aya West qui est parti avant la fin de son contrat. On prend en effet Dan Bigard un petit peu dans l'urgence. Ensuite, maintenant c'est Enzo Hervé qui en effet fait un très bon début de saison. Personne aujourd'hui ne comprend trop pourquoi il a disparu des écrans radars. C'est en effet les choix de Pierre, on les respecte, mais en tout cas on les comprend pas. Et puis maintenant il y a Garbisi qui arrive. Ça montre de l'instabilité à ce poste de numéro 10 et c'est compliqué parce que c'est un poste bien évidemment clé dans une équipe de rugby. Bien sûr. Tiens, je reprends juste les mots de Paulo Garbisi. J'invite tout le monde autour de la table pour en discuter parce que c'est quand même fou. La question de Jeff Paturo, notre excellent confrère de l'équipe. Pourquoi êtes-vous parti? Question très simple mais intéressante. Pourquoi êtes-vous parti? Réponse de l'intéressé. Montpellier avait vraiment besoin d'un tel honneur puisque Toulouse Latou était parti en prêt à La Rochelle. Était parti à La Rochelle, pas en prêt, mais était parti à La Rochelle. Mais Montpellier avait besoin aussi de réduire son nombre de non-gifs. C'est comme ça qu'est parti cet échange avec Christophe Toulofoy qui a fait le chemin en sens inverse. Le directeur sportif de Montpellier, c'est Bernard Laporte. Le directeur sportif du RCT, c'est aussi Bernard Laporte. Enfin, pourquoi Toulon fait des cadeaux au MHR de cette ampleur-là? Julien Perper, rapidement. Je ne sais pas, peut-être l'amitié qu'on a. Vous avez la même équipe dirigeante entre les deux clubs? Non, mis à part l'amitié qu'on a pour Bernard Laporte, je vois pas trop. Non, mais c'est incompréhensible. Et puis je veux dire, on perd aussi un talonneur. Alors que vous venez de faire le prêt de Yanis Boulassel à Béziers en plus. Yanis Boulassel, c'est-à-dire qu'en 4 jours, on prête Yanis Boulassel et on annonce le départ de Christopher Teofia. Non mais. Attends, si t'as un mec un petit peu tanké qui a joué au talon, qui a lancé 3-4 pizzas dans ta vie, si tu passes à côté du campus du RCT, tu peux te retrouver sur une feuille de match. Ouais, mais on peut très vite te prêter. Dispo. T'envoyer ailleurs. Donc. Mais par contre, on peut t'envoyer à Colomiers. Aujourd'hui, on a. Et l'agent, est-ce le même pour les deux? Ah bah alors là c'est un sujet très compliqué, Julien Thomas. Les agents et le RCT, enfin l'agent et le RCT. Ouais, on en parlera demain au cœur de la mêlée avec un agent justement invité de François Trio. Ah bah là, l'agent Garbisi. C'est très tendu l'histoire d'agent avec le RCT. Non mais voilà, c'est quand même incroyable ce genre de cadeau. Je sais pas ce qui se passe. Il y a une relation amoureuse entre les deux staffs. Non mais vu du côté des supporters, c'est incompréhensible. C'est des beaux cadeaux pour Patrice Colazo quand même. Hein. Oui. Qui a laissé une belle image au RCT. On lui doit bien ça. Mais non, mais oui, c'est incompréhensible. Je veux dire, voilà, le jeune Yanis Boulassel, voilà, que nous connaît bien, quand il est prêté à Béziers, le RCT lui dit non, mais de toute façon, Christopher Teofia va rester, quoi. Et 4 jours après, on décide d'accepter le deal. Ça c'est incompréhensible. Donc aujourd'hui, on a 2 talons, Bobigny, Singleton. Et après, pour l'interrogation, alors certes, on a le jeune Pierre Damon. Et Singleton est arrivé en cours de saison. Et qui est arrivé en cours de saison. Voilà, donc on se fragilise sur un poste là aussi, un poste spécifique, technique. Voilà, tout le monde ne peut pas être talonneur. Ouais. Donc oui, voilà, on se rend une tâche difficile et compliquée. Voilà. C'est dur d'être supporter du RCT, j'imagine parfois. William Debrief, très rapidement, William, parce il faut vraiment qu'on aille du côté de Castres. Mais William, toi, qui d'un point de vue extérieur, tu n'es pas supporter du RCT, comment tu vois tout ça? Je vois une situation qui est un peu incompréhensible et c'est hyper intéressant de lever aussi la question, la problématique des relations Bernard Laporte RCT, quoi. Il y a un peu ce sentiment, est-ce qu'on est un peu psycho, mais c'est vrai que cet échange à ce moment de la saison, surtout où c'est plutôt un moment. Je grossis le trait évidemment quand je disais que il était directeur sportif des deux clubs, hein, bien évidemment. Voilà, ouais, non, mais sur le ton de l'humour, mais c'est vrai que ça peut quand même lever la question, et puis surtout à ce moment où il y a des postes que charnières comme le poste de talonneur, où tu te dis on est dans la course pour les phases finales. Si on se qualifie, c'est quand même des postes où on a besoin d'avoir des mecs hyper sécures qui nous connaissent et qui connaissent vraiment le club, la culture du club. Et donc changer des joueurs maintenant, surtout pour avoir sur le banc Singleton qui sont un talonneur intéressant, mais Teofia quand même international français, gros de bouteille et utile à un moment de la saison. Au moment il commence à être bien. C'est un risque. C'est bien. Il commençait à être bien, Christopher Teofia. Il est bien préparé pour être bon à Montpellier. Bon, quand même. Exactement, Alex. Il a été décisif pour le bonus avec Montpellier.
Exactement. C'est grandiose. Juste, allez, tour de table très rapide. Vos pronostics pour Castres-Toulon, Julien Perpère. Ah, moi, je suis chauvin. Je vais dire 18-14. 40 puntos. 18-14. Ah ouais, ça va être un beau match, ça, putain. Ça va être compliqué. William. Un match dans le Tarn, un dimanche soir de février, je m'attends pas mieux. William. Toulon, 23-22. 23-22. Julien Thomas. Castres, 21-12. 21-12. Ouais, ça va être des grandes volées ce soir. Mais je suis sûr que ça va être un magnifique match. Rendez-vous dans un instant sur Sud Radio, la radio du rugby. Merci à vous tous. Merci à Julien. Merci à William. Merci à toi, Julien Thomas, d'avoir été avec nous dans un instant. C'est Laurent Cardona et Rémi Mességuet qui prennent les choses en main du côté de Castres.